Très heureuse de recevoir dans la grande interview Gauthier Cloy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le nouveau PDG depuis l'été dernier de HH Company, une start-up spécialisée dans l'IA agentique. Création annoncée en 2023, à quelques mois finalement de celle de Mistral. J'ai envie de dire que vous aviez la même estampille d'espoir français dans l'intelligence artificielle. Sans doute la même bonne étoile d'ailleurs, puisque l'entreprise a levé très rapidement 220 millions de dollars auprès d'investisseurs comme AWS ou encore Eric Schmidt, Samsung, Bernard Arnault. Mais c'est pas la même histoire qui a suivi après ce lancement. Celle de H est beaucoup plus chahutée, bousculée. Et puis, vous avez finalement moins pris la lumière que Mistral. Est-ce qu'il y a eu un démarrage avec de trop grandes promesses selon vous ? Je pense que oui, on a dû démarrer 1 an après Mistral, grosso modo. Je pense on est sur des sujets très différents. Nous, on est vraiment sur l'IA pour les entreprises. On a commencé par de la recherche. Donc, il y a eu une année qui était vraiment concentrée sur la recherche, avec une promesse en fait qui était assez floue au début parce que c'était des chercheurs, de l'IA, sur les agents, qui était une technologie dont on parlait pas encore beaucoup. Moi, je suis arrivé au moment où la recherche commençait à apporter en fait une technologie qui est aujourd'hui leader mondial. Donc on est les seuls sur ce créneau-là. Le computer use pour l'entreprise, on pourra en parler. Et oui, je pense qu'on on nous compare souvent avec Mistral. Effectivement, on a levé un peu plus qu'eux. C'est pas le même positionnement, c'est ça que vous nous dites pas dès le départ, pas du tout. Non, pas du tout. On est très complémentaires. Donc Mistral, on connaît bien. C'est les LLM souverains en plus. Donc questions, réponses. Chez les entreprises, ils se connectent sur les données de l'entreprise pour améliorer ces questions-réponses. Nous, on est dans l'action. Donc aujourd'hui, si vous voulez utiliser un LLM pour répondre à un email, il va peut-être vous faire l'email, mais vous allez retourner dans votre email, l'envoyer, puis si pour un client, aller dans, je sais pas, Salesforce ou l'outil que vous utilisez pour gérer vos clients, et puis faire la mise à jour. Nous, nos outils, ils le font en natif, c'est-à-dire qu'ils vont agir. Ils vont agir dans les outils modernes qui ont des interfaces, mais ils vont aussi agir dans les outils métiers que les grandes entreprises ont accumulés ces dernières décennies, qui sont pas interopérables en fait, qui n'ont pas été conçus pour interagir avec l'IA. Et donc ça, c'est notre innovation technologique, c'est les androïdes, c'est des IA qui vont en fait faire comme vous et moi, c'est-à-dire Des prendre une androïdes, souris, c'est un exactement. terme qui peut prêter à confusion dans le domaine de la Bien tech sûr. avec Google. C'est ça, c'est des androïdes virtuels, c'est des humains qui en fait fonctionnent comme des humains, donc ils vont aller cliquer, ils vont ouvrir une fenêtre, ils vont chercher une information, ils vont la transférer au bon endroit. Et ça aujourd'hui, c'est une technologie qui émerge. On a vu Meta qui vient de racheter Manus, qui était spécialisé là-dedans, plutôt pour le B2C, donc plutôt pour les utilisateurs particuliers. Ils ont racheté cette pépite de milliards. C'était un petit peu notre concurrent. Maintenant, on a un boulevard pour déployer dans les entreprises. Il y a eu des acquisitions aussi réalisées par H Company. Oui, donc on a fait des acquisitions, alors beaucoup plus petites que celles que vient de faire Meta, mais oui, une acquisition dans la sécurité. C'est un sujet très important. On travaille beaucoup avec les industries régulées, évidemment, les services financiers, gouvernement, la santé. Et donc les agents, c'est super, mais ils doivent opérer dans un environnement sécuritaire. Donc on a fait une acquisition dans ce domaine-là. Mais maintenant, vous avez un boulevard parce que l'agentique, c'est vraiment le sujet qui arrive à la une de toutes les interrogations des entreprises qui veulent s'approprier l'intelligence artificielle. C'est comment je fais pour passer tout de suite à l'ère des agents. Ouais. Donc j'imagine que c'est plus simple aujourd'hui en termes de discours commercial pour vous d'avancer. Oui. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir une super réception de nos discours. On signe nos premiers clients, donc c'est des grands groupes. On les annonce au fur et à mesure. On a annoncé, par exemple, Française des Jeux United récemment. On signe nos premiers clients en Europe, mais aussi aux États-Unis, les pays du Golfe. Donc, on a effectivement un boulevard là-dessus. Les entreprises, en fait, il y a eu plusieurs phases de déploiement l'IA. La première, c'était, on en parlait, les LLM, donc les chatbots, questions-réponses, connectés aux données de l'entreprise. La deuxième, ça a été un petit peu les agents traditionnels, c'est-à-dire je connecte l'IA aux outils métiers, mais ceux qui sont connectables, donc les outils modernes. Et ça avait plein d'avantages. Moi, je travaillais dans une entreprise américaine qui faisait ça. On a vu beaucoup de progrès dans ce domaine-là, mais avec des limites, parce que, en fait, les grandes entreprises aujourd'hui, elles ont des outils qui nécessitent peut-être 3 ans de migration, de nettoyage pour que ça puisse fonctionner avec l'IA. Donc nous, on arrive par-dessus ces outils, on n'a rien besoin de changer, et donc on peut passer de plusieurs mois à quelques jours. C'est-à-dire très concrètement, en fait, vous rajoutez une brique qui permet de faire de l'IA agentique, donc de laisser travailler des agents. Exactement. Avec les outils déjà en place. Ouais. Il n'y a aucune adaptation nécessaire ? Aucune adaptation nécessaire, puisque
la génération précédente des agents, en fait, il fallait se connecter techniquement. Donc, où sont les connexions techniques? Alors, si c'est Salesforce, il y en a peut-être quelques-unes. SAP, c'est un peu différent. Les outils métiers construits dans les années 90-2000, il n'y en a pas. Et donc, en fait, il fallait plein d'adaptations techniques. C'était ce que je faisais j'ai fait ça pendant 10 ans aux États-Unis. Super résultat, mais très long. Aujourd'hui, en fait, on fait comme ferait un humain. C'est-à-dire que quand il y a une interface graphique, un bouton, un endroit où on peut rentrer du texte, nos agents, ils font la même chose. Donc, vous pouvez les voir, d'ailleurs, c'est assez visuel, vous pouvez les voir fonctionner, aller cliquer à un endroit. Donc, bien sûr, parfois, ils font des choses aussi qui ne sont pas visibles, mais c'est l'innovation technologique majeure qui fait qu'on est un champion mondial sur ce domaine-là, le computer use, c'est comme ça qu'on l'appelle. Alors, vous avez parlé de votre vie aux États-Unis. Donc, vous avez passé 10 ans chez Palantir. Palantir qu'on connaît surtout pour être la boîte incontournable pour les agences de renseignement parce que spécialiste de la data science et de l'intelligence artificielle capable justement de faire parler les données. Vous êtes diplômé de Centrale et du programme XEHEC Entrepreneur. Donc vous rejoignez Palantir en 2015. À ce moment-là, vous créez le bureau français. Vous développez finalement Palantir au sein de la France, mais aussi sur sa stratégie européenne. Avec quoi? Une méthode à la française ou à l'américaine? Un peu des deux. C'est-à-dire que je pense que les Américains sont très bons, et moi j'ai beaucoup appris sur le business. C'est des gens qui n'hésitent pas à vendre. Ils sont très bons sur la confiance. Moi, quand j'ai commencé Palantir, il y avait très peu de clients et il n'y avait presque pas de produits, notamment pour les entreprises. Mais il y avait déjà l'ambition d'être le premier software mondial sur la data, et puis plus tard sur l'IA. Donc, ils sont très bons en ambition. Et l'ambition, c'est important parce que... C'est-à-dire c'est le discours marketing, finalement. Alors, c'est un discours de marketing. De dire, on est les plus forts. Exactement. Mais c'est pas que ça, parce que c'est un discours aussi interne. C'est une projection. C'est-à-dire que quand on réfléchit et qu'on se dit, OK, je veux gagner le championnat local de 100 mètres ou je veux gagner les Jeux Olympiques, on met pas derrière les mêmes moyens. Et je pense qu'en France, parfois, on est un petit peu... on va essayer de faire bien notre travail en France, puis après, peut-être qu'on fera l'Italie. Et les Américains, ils sont assez forts. On ne s'autorise pas la même ambition? Je pense qu'on ne s'autorise pas. Je pense que parfois, on ne se fait pas confiance, alors que sur l'IA, notamment, on a les meilleurs talents mondiaux. Vous l'avez vu, Yann Lequin chez Meta, chez OpenAI. Alors, il vient de partir, mais il a fait beaucoup de choses chez Meta. Chez Palantir, les étages où on faisait de l'IA, ça parlait français. À New York, vous allez dans le bureau, vous allez beaucoup entendre parler français. Donc, on a parmi les meilleurs talents. On n'est pas très bon en confiance. D'ailleurs, quand on regarde dans notre passé, on a fait quoi? Le Minitel, c'est resté dans l'Hexagone et c'est mort de sa petite main, alors que c'était l'Internet avant l'heure. On a plein d'exemples de technologies françaises qui, faute d'ambition, d'internationalisation, de montée rapide en puissance, n'existent plus aujourd'hui, ont été remplacées. Donc oui, je pense que... Et faute de soutien aussi des grandes organisations, parce que la Palantir a signé par exemple avec le FBI, tout de suite ça change la dimension de l'entreprise, j'imagine. Alors en France, c'est Palantir qui obtient les contrats de nos grandes administrations. Il y a un concurrent français qui existe, mais on sent que c'est beaucoup plus compliqué. Pourquoi? Vous parlez de confiance, parlez d'ambition. Aujourd'hui, vous êtes évidemment au cœur des sujets de la souveraineté numérique. Alors j'imagine, venant de Palantir, arrivant sur une pépite de l'IA, grande promesse pour l'Europe, vous avez changé un petit peu vos lunettes, non, pour regarder ce sujet de la souveraineté numérique. Comment est-ce que aujourd'hui vous approchez ce sujet, et est-ce qu'il vous semble qu'on a les moyens justement de nos ambitions en matière de souveraineté? C'est une très bonne question. Je pense que la souveraineté, il y a beaucoup de choses dans la souveraineté. Il y a est-ce qu'on est maître de nos technologies? Est-ce qu'elles sont développées en France? Est-ce qu'elles sont dirigées par des gens qui sont en France, qui sont français? Il y a le fait que les technologies fonctionnent. Ça, c'est aussi important. Moi, quand j'ai commencé chez Palantir, en 2015, c'était les vagues d'attentats en France, on s'en souvient. Et mon premier déploiement, ça a été de déployer dans les services de renseignement pour faire du contre-terrorisme. À l'époque, pourquoi on a été choisi? C'est parce qu'en fait, on avait la meilleure technologie. Donc aujourd'hui, la raison qui m'a fait revenir en France et qui me fait penser que on peut développer depuis la France des champions mondiaux, c'est qu'aujourd'hui, on a des super talents en France. L'IA, c'est un truc qui marche très bien en France. Le software, on n'a pas vraiment réussi à faire émerger des champions du software en France. En IA... on n'a pas cru à nos talents. Oui, je pense qu'il y a plein de raisons. On pourrait en parler. En tout cas, moi,
la raison pour laquelle je suis revenu des États-Unis. Tout le monde m'a dit mais pourquoi tu pars de New York? Au contraire, les Français ils y vont. Je pense qu'en France on a vraiment l'écosystème, les talents, les grands groupes. Alors les grands groupes c'est toujours un peu long de signer avec un grand groupe, mais on a été surpris de signer en quelques mois avec des grands groupes français. Je parlais de Française des Jeux, ça a été très rapide, avec des dirigeants qui sont visionnaires. Je pense qu'on a aussi en France la chance d'avoir ce type de dirigeants. Aux États-Unis, j'en ai vu des visionnaires, j'en ai vu aussi des traits financiers, des traits business, le cours de bourse, etc. Donc ça, je pense que c'est des atouts pour nous. Et ouais. Mais je disais que vous étiez moins dans la lumière que Mistral. C'est vrai qu'on a l'impression aujourd'hui, quand on parle d'IA, qu'on a une boîte sur laquelle reposent tous nos espoirs. Ça ferait presque peur, finalement, parce que c'est fragile comme écosystème, une seule entreprise. Pour autant, c'est faux. On a un écosystème assez important aujourd'hui. Et donc, H Company en fait partie. Comment est-ce que vous arrivez à convaincre qu'il n'y a pas que Mistral ? Ouais, on a un écosystème qui est assez extraordinaire en France, en fait. Et quand on regarde, d'ailleurs, c'est intéressant parce que les fondateurs de Mistral... Il y a une question de visibilité, de le faire savoir. Alors, auprès de qui est la clé, au-delà de nous, les médias? C'est pour ça que mon boulot, c'est aussi de passer du temps avec vous pour l'expliquer. Alors, nous, on se concentre sur les grandes entreprises et les administrations. Donc, c'est vrai que c'est moins visible. On connaît plus Google que Oracle. Pourtant, c'est des entreprises qui sont presque aussi grosses, mais parce que le grand public utilise... Donc, Mistral, pareil, ils ont une application qui a été utilisée par le grand public, donc ça aide à se faire connaître. Mais moi, je pense qu'au-delà de ce qu'on fait pour les administrations et pour les grandes entreprises, on a un rôle à avoir sur la société. On doit apporter quelque chose. Donc, il y a des sujets, la réindustrialisation en France, c'est un sujet sur lequel nous, on va contribuer énormément parce que l'IA, elle est là pour permettre justement de couper dans toutes ces tâches administratives qui font perdre du temps et qui parfois nous font perdre de la compétitivité face à nos concurrents étrangers. Il y a des sujets de société. On parlait du temps d'attente aux urgences. Nous, notre promesse, c'est vraiment à ROI. Donc, dans les urgences, c'est quoi? C'est on va diviser par 3 le temps d'attente aux urgences. Si on ne divise pas par 3, on n'est pas payé. Et là, est-ce qu'on ne fait pas un peu un discours baguette magique? Tiens, on met de l'IA et hop, d'un seul coup, il n'y a plus de temps aux attentes. Il y a plein d'autres facteurs. Évidemment, s'il manque des médecins, nous, on ne va pas les apporter. On est en d'accord. revanche, quand on regarde, si on prend les urgences, aujourd'hui, c'est entre 60% et 70% du temps des soignants, aides-soignantes, infirmières, médecins, qui sont devant des ordinateurs, à trouver un lit, à saisir une prescription, à regarder des résultats, à les copier dans un autre endroit, envoyer un mail. On ne peut pas aider sur ajouter des médecins. Par contre, on peut aider là-dessus. On peut aider en divisant par 2 ou par 3 ce temps administratif. C'est anormal qu'un commercial passe 70% de son temps ça veut devant dire un ordinateur. Faire confiance aux IA, confier aux agents aussi ces tâches. Aujourd'hui, on a un problème de confiance, de fiabilité, de transparence aussi. C'est un vrai sujet. Il y a toute une partie qui, évidemment, nécessite la validation de l'humain. Mais en fait, quand vous faites plein de tâches manuelles et vous voulez juste être sûr à la fin que vous avez fait le bon choix, vous créez toute une charge mentale. Alors qu'en fait, si ces tâches manuelles, elles sont pas faites par vous, qu'à la fin vous avez le cerveau frais et que vous dites non, là il y a une petite erreur, je vais la modifier. Là, on a l'IA qui contribue à rajouter plus de fiabilité. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. En fait, quand on passe une journée à faire des tâches administratives, à passer d'un outil à l'autre, quel que soit notre métier, à la fin de la journée, on est un peu frustré parce qu'on n'a pas réussi à faire beaucoup de choses et pourtant on a l'impression d'avoir le cerveau cramé parce qu'on a passé notre temps à se battre avec de l'informatique. Aujourd'hui, c'est ça qu'on se propose de réduire pour redonner de la place à l'essentiel. Donc on pourrait rentrer en détail de comment, à quel moment l'humain intervient au début quand on déploie, il intervient partout. Quel impact sur les métiers aussi? Quel impact sur les métiers? C'est un sujet capital, je pense que... Parce que vous êtes une boîte tech, vous êtes une boîte de recherche et une boîte de service, mais est-ce que ça va jusqu'à l'accompagnement sur cette transformation? Ouais, moi j'ai tendance à dire que 20% de ce qu'on fait c'est de la technologie et 80% c'est de l'humain. C'est pour ça, c'est un truc qu'on a repris de mon entreprise précédente, c'est on envoie d'abord des humains. Donc par exemple, ils vont s'asseoir à côté, on parle d'une infirmière, ils vont s'asseoir à côté d'elle, ils vont voir comment elle fonctionne, ils vont lui proposer le lendemain un agent qui fait ça. Généralement, ça ne marche pas du premier coup. Donc on va avoir 1, 2, 3, 20 itérations. Mais l'avantage, c'est qu'on a nos chercheurs, on a nos ingénieurs, donc tout ça se fait très rapidement. Et en quelques jours, on va avoir un outil qui fonctionne bien avec une personne. Et ensuite, c'est beaucoup plus facile de le déployer aux autres. Je vous donne un iPhone au début de l'iPhone vous adorez, vous faites plein de choses avec. Les autres vont demander à avoir un iPhone. Nous, c'est ça. En fait, notre mesure, c'est si on doit former les gens et les obliger à utiliser nos outils, c'est qu'on a complètement raté notre coup. En revanche, si les gens demandent à les utiliser parce que ça leur fait gagner du temps,
win, c'est le win pour nous. Je disais en introduction que H avait été quand même pas mal bousculé depuis l'annonce de sa création. Il y a 4 des fondateurs sur 5 qui sont partis. Vous arrivez justement en remplacement de Charles Cantor. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une nouvelle stratégie aussi pour H, ou est-ce que vous vous placez vraiment dans la continuité ? Oui, je pense que bousculer, c'est un terme un peu fort. Je pense que c'est ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une concentration au début sur la recherche et développement, avec plein d'idées. Le jeu vidéo, la recherche fondamentale. Et c'est super parce qu'en fait, il faut aussi se donner la possibilité en fait, de laisser des chercheurs aller dans des directions. Et puis à un moment, il y a une direction qui s'est assez naturellement imposé à tout le monde a commencé à travailler dessus. Et donc après, en fait, c'est un diamant brut qu'il faut déployer. Donc c'est plus resserrer la stratégie, c'est ça Ouais, exactement. Moi, quand je suis arrivé... Agentique, B2B. C'est ça. B2B, c'était pas quand je suis arrivé, c'était pas. Donc on enlève les grandes promesses parce que vous nous disiez, on a besoin aussi de montrer qu'on a des grandes ambitions. Ah mais champion mondial du B2B. Ah bon, vous mais oui, on n'est pas là pour faire un champion parisien. Non. Donc ça c'est la promesse de H aujourd'hui. Quand je suis arrivé, en fait, il y avait un diamant brut. C'est ce qu'avait produit la recherche, les modèles les meilleurs du monde sur le computer use, qui est quand même une technologie on n'en parlait pas trop les nerfs. Qu'est-ce que vous appelez le computer use alors ? Alors le computer use, c'est ces fameux Android. On aime bien utiliser le mot Android parce que ça parle un peu plus. Effectivement, c'est un terme qu'il faut expliquer, mais le computer use, c'est l'IA qui utilise l'ordinateur comme un humain, sans avoir besoin de 30 personnes dans un département informatique qui connectent ces outils existants à l'IA. Donc c'est aujourd'hui, après l'émission, je vais à côté de vous, sur votre ordinateur, vous me montrez ce que vous faites, et je mets une IA qui va ressembler un petit peu au début à un stagiaire, qui va cliquer, qui va faire les mêmes choses, qui va regarder ce que vous faites, et puis au fur et à mesure, elle va apprendre de ce que vous faites, et vous allez dire, voilà, moi je veux juste me concentrer sur la relecture de toutes ces informations que tu vas me trouver. En revanche, aller les chercher, regarder dans les mails, faire ses recherches, tout ça c'est fastidieux, ça m'intéresse pas, c'est pas mon métier. Moi, je suis bon pour, une fois que j'ai la synthèse, récupérer, dire tiens, va chercher ça, tiens, envoie-le à telle personne, tiens, crée-moi un visuel. Et puis, si on parle d'industrie, c'est améliorer la production, faire de la maintenance prédictive, toutes ces choses qui, en fait, nécessitent plus que juste de la connexion technique avec la génération précédente de l'IA. Alors aujourd'hui, pour faire le portrait de l'entreprise, donc vous êtes entre Paris et Londres, c'est ça, les équipes ? On a aussi un petit bureau à New York. D'accord. On est une centaine. On sera une centaine à la fin du mois. On a une trentaine de chercheurs parmi les meilleurs au monde qui font en sorte que nos modèles d'IA soient toujours les meilleurs. Un des chercheurs fondateurs est resté d'ailleurs. Oui, bien sûr, Laurent Siffre, qui venait de chez DeepMind, tout comme d'ailleurs Arthur Mensch, c'était, je crois, le manager d'Arthur Mensch. Vous parlez beaucoup d'Android parce qu'ils sont très ex-Google. Ouais, donc on a des équipes. H. En fait, DeepMind, qui a été racheté par Google, c'était les premiers à faire de l'IA. On se souvient peut-être de AlphaGo, donc le jeu de Go, l'IA qui bat l'humain, ça c'était Laurent, mon cofondateur. Ils ont fait après AlphaFold, ils ont eu le prix Nobel quand même de médecine là-dessus. Puis AlphaStar, ça c'est StarCraft pour les gamers. Et donc c'était un petit peu le début de l'IA avant l'arrivée des LLM, donc OpenAI et compagnie. Ça a été racheté par Google. Et aujourd'hui, on a toute une génération de chercheurs qui viennent de ces entreprises. Il y a beaucoup de Français. Et qui ont envie de repartir de l'époque où DeepMind était tout petit, et de créer des projets from scratch. Donc on a aussi des gens de Meta, on a des gens de Mistral, on a plein de gens dans cette équipe qui font de la recherche. Ensuite, on a une équipe d'ingénieurs qui construisent. Et la recherche est où ? Plutôt à Paris principalement, et on a de plus en plus de gens à Londres. On a de plus en plus de. Et New York, c'est quoi ? C'est un bureau commercial ? New York aujourd'hui, c'est plutôt un bureau commercial. La côte est, en fait, c'est là où se concentrent nos clients parce que c'est des entreprises traditionnelles américaines. Donc à 2-3 heures de New York, on trouve à peu près 80% de ces entreprises-là. Et puis on est en train d'établir notre présence à San Francisco, où là, on va plutôt avoir accès à des talents. Silicon Valley reste the place to be, visiblement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Gauthier Croix. Je rappelle que vous êtes donc le PDG de H Company. Merci pour vos éclairages sur cet espoir français et sa transformation. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était Smart Tech, votre émission sur la tech et le numérique, qui a été préparée avec moi par Émilie Roche et puis réalisée par les équipes de Be Smart for Change. Je vous retrouve dès demain pour de nouvelles discussions sur la tech.